Fermez les yeux et imaginez. Une salle de cinéma en 1966, plongée dans l'obscurité, soudain secouée par des éclats de rire qui résonnent comme une tempête. Au centre de l'écran, un petit homme chauve, au regard pétillant, transforme une dispute banale en un ballet comique hilarant. C'est Louis de Funès, le roi incontesté de la comédie française, dont l'énergie explosive et le timing parfait ont conquis des générations entières. De La Grande Vadrouille, avec ses 17 millions de spectateurs, à Les Aventures de Rabbi Jacob, où il incarne un industriel raciste métamorphosé par la tolérance, Louis a redéfini l'humour, devenant une icône intemporelle. Mais derrière ses grimaces légendaires, ses colères exagérées et son rire communicatif se cache une histoire bouleversante. Une enfance marquée par la pauvreté, une carrière semée d'embûches, des drames familiaux, et une lutte acharnée contre une santé fragile. À 68 ans, dans une interview émouvante, Louis a livré des vérités poignantes sur ses peurs, ses doutes, et son amour indéfectible pour faire rire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une saga épique, où le rire cache des larmes, où la persévérance triomphe des épreuves. Bienvenue dans l'histoire tragique et inspirante de Louis de Funès. Salut à tous, fans de comédie, de cinéma français, et d'histoires qui touchent le cœur. Vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage à travers la vie de Louis de Funès, l'homme qui disait « Le rire est la plus courte distance entre deux personnes ». De ses débuts modestes dans les clubs enfumés de Pigalle à sa gloire mondiale dans Fantomas et Le Gendarme, en passant par ses combats personnels contre l'adversité, cette vidéo est une plongée dans un siècle de rire, de drame et de résilience. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des anecdotes inédites, des secrets de tournage, et comprendre pourquoi Louis reste une légende qui inspire encore des comédiens comme Jim Carrey ou des réalisateurs modernes. Mettez un pouce bleu si vous adorez la folie des grandeurs, commentez votre scène préférée de Funès, est-ce le salaud, on a raté l'autobus, de La Grande Vadrouille ou la danse endiablée de Rabbi Jacob. Et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos histoires sur les icônes du cinéma. Téléchargez aussi mon guide gratuit des meilleurs films de Louis de Funès, lien dans la description. Prêt à rire, à être ému, et à redécouvrir un géant? C'est parti! Louis de Funès, né Louis-Germain David de Funès de Galarza le 31 juillet 1914 à Courbevoie, près de Paris, grandit dans un monde loin des feux de la rampe. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonor Soto Regras, sont des immigrés espagnols ayant fui Séville et la Galice en 1904. Leur mariage, désapprouvé par leur famille en raison de différences sociales, les force à quitter une vie confortable pour un avenir incertain en France. Carlos, descendant d'une lignée basque liée au comte de Galarza, et Léonor, issue d'un milieu aisé, espèrent un nouveau départ. Mais la réalité est cruelle, et leur choix marque le début d'une existence tumultueuse pour leur fils. À Courbevoie, dans un modeste appartement d'un quartier populaire, la famille lutte pour survivre. Carlos, autrefois avocat en Espagne, ne peut exercer son métier en France en raison des barrières légales et linguistiques. Il se reconvertit en tailleur de diamants, un travail minutieux qui offre une stabilité temporaire. Mais son obsession de restaurer la fortune familiale le pousse à des aventures risquées, investissements hasardeux dans des affaires douteuses, projets extravagants comme l'importation de produits exotiques, et échecs cuisants qui engloutissent les économies familiales. Les ressources s'épuisent rapidement, plongeant la famille dans une précarité croissante. Dans un acte désespéré, Carlos simule son suicide, laissant ses chaussures, son chapeau et un mot près d'un canal parisien. Il s'enfuit en Amérique du Sud espérant y faire fortune, mais contracte la tuberculose et meurt dans l'isolement, abandonnant Léonor et leurs enfants dans une misère noire. Léonor, femme fière au tempérament volcanique, se bat seule pour nourrir ses enfants. À une époque sans aide sociale, elle affronte les commerçants locaux, criant, tapant du pied, et négociant avec une énergie théâtrale pour obtenir du crédit. Ses éclats publics, où elle défie les épiciers avec des gestes exagérés, marquent profondément le jeune Louis, qui ressent une honte brûlante face au regard des voisins. Mais ce caractère explosif devient une source d'inspiration. Des années plus tard, le réalisateur Georges Lautner, qui connaissait Léonor personnellement, dira « Louis, c'était sa mère sur scène. Ses colères, ses gestes frénétiques, ses mimiques, tout vient d'elle. » Ces moments d'humiliation forgent la résilience de Louis, mais aussi son génie comique. Pour échapper à la douleur, il apprend à faire rire ses camarades, transformant l'adversité en humour. L'enfance de Louis est synonyme d'insécurité financière et émotionnelle. À l'école, il intègre le prestigieux lycée Condorcet à Paris, un établissement fréquenté par l'élite, mais ses résultats sont médiocres. Distrait, il préfère imiter ses professeurs, faire des grimaces,
ou caricaturer les passants plutôt que d'étudier. Étiqueté comme un élève moyen, il abandonne ses études sans diplôme ni perspective claire. Sa passion pour la musique devient son refuge, hérité de sa mère, qui jouait du piano et chantait des airs espagnols à la maison. À l'adolescence, Louis trouve du travail comme pianiste de jazz dans les clubs de Pigalle, un quartier parisien vibrant mais interlope, connu pour ses cabarets et sa vie nocturne. Dans ses bars enfumés, surnommés « Fufu » par ses amis, il fait des mimiques, saute sur les tables et amuse serveurs et clients avec des improvisations comiques. Imaginez Louis à 16 ans, dans un bistrot bondé de Pigalle, ses doigts courants sur un piano usé, lançant des clins d'œil au public tout en imitant un patron colérique ou un client ivre. Ses performances, bien que limitées à un public de noctambules, sont formatrices. Parlant couramment français, espagnol et anglais, un héritage de ses origines bilingues, Louis puise dans sa sensibilité artistique musique, dessin, observation pour surmonter les épreuves familiales. Il observe les gens dans les rues de Paris, capturant leurs tics, leurs manies et leur colère, un talent qui nourrira ses futurs personnages. Dans les années 1930, il s'inscrit à l'école de théâtre Simon, un pari audacieux pour un homme de petite taille, un M65, au crâne dégarni et à l'apparence atypique, loin des standards des héros romantiques de l'époque. Son énergie débordante et son esprit vif attirent l'attention, mais un incident rocambolesque, un supposé départ de feu, peut-être une exagération de ses biographes, mène à son renvoi. Sans emploi stable, Louis enchaîne les petits boulots, employé de banque, vitrier, cireur de chaussures, gratteur de sol. Son fils Olivier racontera, « Papa parlait peu de cette période. Il aimait enjoliver ses histoires dans les interviews, mais je sentais qu'il avait souffert. » Malgré les revers, il continue à jouer du piano la nuit et à décrocher des rôles mineurs au théâtre, combinant musique et comédie pour développer un style unique. Louis apprend à observer le monde avec un œil d'artiste. Dans les rues de Paris, il note les gestes des passants, les colères des commerçants, les manies des serveurs. Ces observations deviennent la matière première de ses personnages, qu'il transformera en caricatures hilarantes. Sa persévérance face à l'adversité et aux pauvretés, échecs scolaires, instabilité, forge un caractère résilient. Il commence à rêver d'une carrière sur scène, convaincu que son humour peut transcender ses origines modestes. Ces années de lutte plantent les graines de son futur succès, où il transformera ses expériences personnelles en un art comique universel. L'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939 bouleverse la vie de Louis de Funès, alors âgé de 25 ans. Mobilisé, il est jugé inapte au service actif en raison de sa petite stature, un M65, 54 kg, et des antécédents de tuberculose dans sa famille, une maladie qui a emporté son père. Affecté à des tâches non combattantes, manutention, terrassement, travaux administratifs, il est déplacé de caserne en caserne, finissant près de la Marne pendant la « drôle de guerre », cette période étrange où les combats sont rares. Pour remonter le moral des troupes, Louis organise des spectacles improvisés, imitant Maurice Chevalier ou caricaturant les officiers avec un talent comique qui fait rire même les soldats épuisés. Ses camarades l'adorent, et ces moments révèlent son don pour captiver un public, même dans les circonstances les plus sombres. En avril 1940, une suspicion erronée de tuberculose, une erreur médicale, découvrira-t-il plus tard le fait réformé. Exempté du combat, il échappe à la guerre, mais la tragédie frappe sa famille. Son frère Charles, mobilisé dans le 152e régiment d'infanterie, est tué en mai 1940 lors de l'offensive allemande à Sollertal, abattu par des tirs ennemis. Louis devient le tuteur de son neveu orphelin, Édouard, bien que ce dernier soit principalement élevé par sa tante, Louis étant dans la misère, incapable de subvenir aux besoins d'un enfant. Sous l'occupation allemande, Paris est une ville sous tension, avec des couvre-feux, des rationnements, et la peur constante des dénonciations. Louis survit grâce à des petits boulots précaires, vitrier, cireur de chaussures, gratteur de sol dans des immeubles. Il trouve une stabilité relative comme pianiste de bar, jouant des shifts de 12 heures dans les bistrots de la Madeleine ou de Bagatelle pour un salaire dérisoire, parfois juste une tasse de café ou un repas. Dans ces lieux enfumés, il mêle musique et comédie, sautant sur le piano pour chanter, faire des grimaces ou imiter des clients excentriques. Le producteur Eddie Barclay, qui le croise à l'époque, dira « Louis ne lisait pas la musique, mais son oreille était exceptionnelle. Quand il prenait la scène, il captivait tout le monde avec son énergie et son humour. » En 1942, Louis s'inscrit au Conservatoire international de jazz à Paris, dirigé par Charles Henry. Là, il rencontre Jeanne Barthélemy, la secrétaire du directeur, qui deviendra sa seconde épouse.
Il croise aussi des futurs stars comme Raymond Legrand, Robert Derry et Albert Resnais, figures clés de la scène jazz française. La même année, il retourne à l'école de théâtre Simon, passant l'examen d'entrée avec une scène des Fourberies de Scapin de Molière. Son passage est bref, mais déterminant, il y retrouve Daniel Gélin, un acteur qui deviendra un mentor clé. Une anecdote illustre leur lien. Dans le métro, alors que les portes se ferment, Gélin crie à Louis « Appelle-moi demain, j'ai un rôle pour toi ». Ce moment fortuit marque le début d'une amitié cruciale. En 1944, sous l'occupation, Louis échappe de justesse au service du travail obligatoire, STO, qui envoie des jeunes Français travailler en Allemagne. Grâce à la ruse de son concierge, qui prétend qu'il a quitté Paris, il évite la déportation. En 1945, à 31 ans, il fait ses débuts au cinéma dans La Tentation de Barbizon de Jean Stelly, jouant un portier de cabaret. Sa première réplique, eh bien, il en a eu pour son compte aujourd'hui, est livrée avec un timing comique parfait, annonçant son génie. Pourtant, pendant des années, il reste cantonné à des rôles mineurs, souvent non crédités, jouant plusieurs personnages dans un même film, comme dans Du Guesclin en 1948. Sa vie personnelle évolue aussi. Après un premier mariage avec Germaine Carroyer, 1936 à 1942, qui donne naissance à son fils Daniel en 1937, il divorce. Sa relation avec Daniel reste distante, marquée par des visites secrètes, Louis craignant le jugement public. En 1943, il épouse Jeanne Barthélemy, avec qui il aura 2 fils, Patrick, 1944, et Olivier, 1949. Autoritaire mais présent, Louis s'implique dans l'éducation de ses fils, bien que sa carrière naissante le tienne souvent occupé. Ses années de guerre et de petits boulots forgent son style comique, mêlant observation, énergie et improvisation. Dans les clubs de Pigalle, il peaufine son art, apprenant à capturer l'attention d'un public difficile, une compétence qu'il perfectionnera sur les grandes scènes. Louis commence à rêver d'une carrière d'acteur, mais son apparence, petite taille, visage expressif mais peu conventionnel le rend sceptique quant à ses chances de décrocher des rôles principaux. Pourtant, son talent pour la comédie physique et son énergie débordante attirent l'attention. Il joue dans des théâtres parisiens, décrochant des rôles secondaires, et continue à travailler comme pianiste, jonglant entre les clubs la nuit et les auditions le jour. Ses années de lutte sont marquées par une détermination farouche, un refus de céder au désespoir, et une foi en son humour comme moyen de transcender les épreuves. Dans les années 1950, la carrière de Louis de Funès est un marathon d'efforts acharnés. Il apparaît dans des films de Sacha Guitry, comme Si Versailles m'était compté, 1954, où il montre des éclairs de génie comique dans des rôles secondaires, mais reste largement inconnu du grand public. En 1952, il rejoint la troupe des Branquignoles, un collectif théâtral humoristique dirigé par Robert Derry, où il peaufine son style comique aux côtés de futurs stars comme Jean Carmet et Jean Lefebvre. Son fils Olivier se souvient, « Papa courait d'un théâtre à un club de jazz, toujours à la hâte, mais il ne se plaignait jamais. Il vivait pour faire rire. » Le tournant arrive en 1956 avec La Traversée de Paris, réalisée par Claude Autant-Lara. Louis y joue Jambier, un épicier lâche mais hilarant, face à des géants comme Jean Gabin et Bourvil. Bien que son temps d'écran soit court, sa performance vole la vedette, avec des mimiques et des répliques qui capturent l'essence d'un homme ordinaire confronté à l'absurde. Les critiques remarquent son talent, et le public commence à associer son visage à des éclats de rire. En 1957, il décroche son premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe, une comédie où il joue un compositeur suicidaire sauvé par l'humour. Le film remporte le Grand Prix du Rire, et Louis gagne une reconnaissance nationale. Son rôle de braconnier astucieux dans Ni vu, ni connu, 1958, consolide sa réputation. France Dimanche le proclame, l'acteur le plus drôle de France, marquant un virage décisif dans sa carrière. En 1959, sa performance dans la pièce Oscar au théâtre est un triomphe retentissant. Son personnage, un employé de banque irascible piégé dans des situations absurdes, devient sa signature. Louis y déploie une énergie frénétique, mêlant colères exagérées, gestes précis, et un timing comique inégalé. Ce succès théâtral mène à Pouic Pouic, 1963, réalisé par Jean Giraud, où il perfectionne son style, des explosions de rage, des mimiques exagérées, et une capacité à transformer les situations banales en chaos hilarant. Sa collaboration avec Giraud dans Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, et Fantomas, 1964, le propulse au sommet. En 1967, il est une star du box-office, achetant le château de Clermont,
un refuge loin de la frénésie de la célébrité. La Grande Vadrouille, 1966, réalisée par Gérard Houry, est un phénomène. Avec Bourvil, Louis forme un duo légendaire, incarnant un chef d'orchestre colérique aux prises avec des aviateurs britanniques pendant l'occupation. Le film attire 17 millions de spectateurs, un record qui tient des décennies. Les scènes cultes, comme la dispute dans le compartiment de train, « Salaud, on a raté l'autobus », restent gravées dans la mémoire collective. Les aventures de Rabbi Jacob, 1973, également réalisé par Houry, est un autre chef-d'œuvre. Louis y joue Victor Pivert, un industriel raciste forcé de se déguiser en rabbin, offrant une performance mêlant comédie burlesque et message humaniste contre l'intolérance. Malgré une sortie tendue pendant la guerre du Yom Kippour, le film attire des millions de spectateurs et reste un symbole de réconciliation. Le style de Louis repose sur une énergie débordante et une observation aiguë de la société française. Ses personnages, patrons autoritaires, gendarmes dépassés, commerçants mesquins, sont des caricatures universelles qui reflètent les tensions sociales de l'époque entre tradition et modernité. Dans Le Gendarme, ses crises face à des touristes indisciplinés ou ses colères contre ses subalternes font hurler de rire, mais elles puisent dans une vérité humaine. Sa capacité à improviser est légendaire. Sur le plateau de Fantomas, il surprend Jean Marais avec une tirade improvisée, forçant l'équipe à couper pour rire. Mais en privé, Louis est différent. Timide, économe, il préfère son jardin aux mondanités. Michel Galabru, son partenaire dans Le Gendarme, dira « Louis était un génie sur scène, mais en privé, il parlait peu. Il vivait pour son travail et sa famille. » Ses collaborations avec des réalisateurs comme Giraud et Houry, et des acteurs comme Bourvil, Jean Marais et Yves Montand, créent des chefs-d'œuvre qui transcendent les frontières. La Grande Vadrouille devient un symbole de l'amitié franco-britannique, tandis que Rabbi Jacob aborde des thèmes universels de tolérance. Louis devient une figure centrale du cinéma français des années 1960 et 1970, une période où la comédie connaît un essor sans précédent, porté par des films qui capturent l'esprit d'une France en transition. La vie privée de Louis de Funès est marquée par des contradictions et des tensions. Son premier mariage avec Germaine Carroyer, de 1936 à 1942, donne naissance à son fils Daniel en 1937, mais la relation s'effondre rapidement. Leur lien reste distant, marqué par des visites secrètes, Louis craignant le jugement public. Daniel, dans son livre Louis de Funès, l'Oscar du cinéma, 2011, confie « Mon père venait me voir en cachette, jouant du piano ou dansant pour me divertir, mais je ressentais son absence. » En 1983, il apprend la mort de Louis à la radio, une blessure profonde, « Il ne m'a rien laissé, mais j'ai réussi ma vie malgré tout. » En 1943, Louis épouse Jeanne Barthélemy, avec qui il aura deux fils, Patrick, 1944, et Olivier, 1949. Autoritaire mais présent, il s'implique dans leur éducation, bien que sa carrière le tienne souvent éloigné. Patrick et Olivier décrivent un père exigeant mais aimant, qui les pousse à exceller. Louis encourage Olivier à jouer dans Fantomas se déchaîne, 1965, et L'Homme Orchestre, 1970, mais ce dernier choisit une carrière de pilote de ligne, aux grandes dames de son père. Jeanne joue un rôle clé dans la carrière de Louis, négociant ses contrats et le conseillant sur ses rôles. Elle apparaît même à ses côtés dans Nous irons à Deauville, 1962, jouant son épouse. Pourtant, des rumeurs de liaison avec l'actrice Macha Béranger dans les 13 dernières années de sa vie assombrissent leur relation, bien que Jeanne reste un pilier jusqu'à la fin. En public, Louis est adoré, son visage reconnaissable dans toute la France. Mais en privé, il est introverti, évitant les soirées mondaines. Le biographe Jean-Jacques Gelot-Blanc note, Louis était timide, économe, presque ascétique. Après le tournage, il se retirait dans son jardin, loin des célébrations. Ce comportement lui vaut parfois le mépris de collègues, qui le trouvent distant, mais il reflète sa complexité. Un homme passionné par son art, mais mal à l'aise avec la célébrité. Sa santé devient un obstacle majeur. En 1971, La Folie des grandeurs, initialement prévue avec Bourvil, est réécrit avec Yves Montand après la mort de ce dernier. Le film est un succès, mais Louis, épuisé par un rythme effréné, prend une pause. En 1973, les aventures de Rabbi Jacob triomphent, attirant des millions de spectateurs, mais son sujet sensible où le racisme et l'intolérance déclenchent des menaces, nécessitant une protection policière. Louis, qui improvise la célèbre danse acidique, y livre une performance mémorable, mais les tensions du tournage pèsent sur lui. Au théâtre,
Dans la valse des toréadors de Jean Anouilh, 1974, il lutte avec les longues tirades et l'approche distante du metteur en scène, révélant une anxiété croissante. Il confie à un ami, « Ces répliques me tuent. Je ne suis pas fait pour ce genre de théâtre. » En 1975, sa santé s'effondre. Lors d'une répétition, il souffre d'une fatigue extrême et d'hypertension, signes avant-coureurs d'une crise imminente. Le 21 mars, une crise cardiaque le frappe dans son appartement parisien. Transporté à l'hôpital Necker, il survit, mais 9 jours plus tard, une seconde crise, plus grave, le met à terre. Les médecins imposent un repos strict, interdisant les rôles stressants et les tournages intenses. Le Crocodile, une satire ambitieuse sur les dictatures, est abandonné, causant des pertes financières de plusieurs millions pour le producteur Bertrand Javal. Louis trouve refuge dans son château du Cellier, où il passe des heures à jardiner et à marcher, cherchant la paix. Il confie dans une interview: « Avant l'ambulance, j'étais obsédé par les recettes, les critiques, le succès. Après, j'ai senti une liberté nouvelle, comme si je pouvais enfin respirer. » Déterminé à revenir, Louis accepte un rôle dans L'aile ou la cuisse, 1976, avec Coluche, sous surveillance médicale stricte. Le tournage est difficile, il doit limiter ses efforts physiques, et son style, autrefois explosif, devient plus retenu. Ses derniers films, comme La Zizanie, 1978, et Le Gendarme et les extraterrestres, 1979, montrent un Louis affaibli, incapable de retrouver l'énergie d'antan. En 1980, son adaptation de L'Avare de Molière, Un rêve personnel, reçoit un accueil mitigé. Les critiques reprochent un manque de dynamisme et Louis, blessé, commence à douter. Pourtant, son désir de créer reste intact. Il envisage des projets mêlant théâtre classique et cinéma populaire, rêvant d'adapter des œuvres de Molière ou de Victor Hugo. En 1982, lors du tournage de Le Gendarme et les Gendarmettes, Louis, affaibli, exprime son désir de reprendre Oscar au théâtre pour une centaine de représentations. Il rêve aussi d'adapter Morticole de Léon Daudet, avec Georges Lautner ou Robert Hossein à la réalisation. Il discute d'un revival de Le Crocodile avec Gérard Houry et envisage des projets avec Coluche et la chanteuse Chantal Goya. En janvier 1983, il assiste à Papy fait de la résistance au théâtre du Splendid, impressionnant la jeune troupe avec une improvisation hilarante du maréchal Ludwig von Apfelstrudel. Le producteur Christian Fechner, ébloui, le veut pour un film avec Coluche, visant à reproduire le succès de L'aile ou la cuisse. Louis, conscient de ses limites, demande un rôle moins exigeant pour ménager son cœur. Fechner dira: « Il était en forme éclatante ce soir-là, drôle comme au premier jour. Les jeunes acteurs l'admiraient, et ça le revitalisait. » Mais la santé de Louis continue de décliner. Après un séjour en montagne avec sa famille, où l'altitude aggrave sa fatigue, il retourne à son château du Cellier. Le 27 janvier 1983, épuisé, il se couche tôt. Cette nuit-là, une crise cardiaque fatale le frappe. Transporté d'urgence à l'hôpital universitaire de Nantes, il décède le 28 janvier à 20h30, à 68 ans. Sa mort choque la France entière. Les journaux, comme Le Parisien et Presse Océan, titrent en une, et des hommages affluent de toutes parts. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing déclare: « Louis de Funès a apporté de la joie à des millions de Français. Son rire nous manquera. » Le ministre de la Culture Jacques Lagne ajoute: « Le meilleur hommage à Louis, ce sont les générations qu'il continuera de divertir. » Michel Galabru, en larmes lors d'une émission en direct depuis Rennes, le compare à un frère. Louis, c'était plus qu'un collègue. C'était un génie, un homme qui vivait pour faire rire. Plus de 3000 personnes assistent à ses funérailles à l'église Saint-Martin du Cellier, malgré le souhait d'une cérémonie privée. La foule, composée de fans, d'amis et de collègues comme Galabru et Jean Carmet, submerge le petit village. Louis est inhumé au cimetière du Cellier, sa tombe face au jardin de son château, symbole de son amour pour la tranquillité. Sa veuve Jeanne et ses fils Patrick et Olivier, bouleversés, reçoivent des condoléances de personnalités comme le Premier ministre Pierre Mauroy et même le Parti communiste français, malgré les opinions conservatrices de Louis. L'héritage de Louis de Funès est immense. Ses films, comme La Grande Vadrouille, Les Aventures de Rabbi Jacob et Le Gendarme de Saint-Tropez, restent des classiques, rediffusés chaque année à la télévision française et vus par des millions. Il capture l'essence d'une France en transition, entre tradition rurale et modernité urbaine, avec des personnages qui incarnent les tensions sociales de l'époque. Son style comique, colères exagérées, mimiques uniques, timing précis, a inspiré des comédiens internationaux comme Jim Carrey,
qui a cité Louis comme une influence, ou des réalisateurs modernes qui reprennent son énergie burlesque. Rabbi Jacob, avec son message contre l'intolérance, reste d'actualité, touchant des publics du monde entier. Louis a transformé la comédie française en une forme d'art universel. Ses personnages, souvent des figures autoritaires dépassées par les événements, reflètent une humanité universelle, la peur de perdre le contrôle, la quête de respect, l'absurde du quotidien. Sa capacité à mêler humour et émotion, comme dans la scène finale de Rabbi Jacob où Victor Pivert embrasse la tolérance, montre son génie. Même ses derniers films, marqués par la fatigue, portent sa signature, une énergie contenue, mais toujours sincère. Son influence se ressent encore aujourd'hui. Les rediffusions de ces films réunissent des générations, des enfants riant aux grimaces de Cruchot aux adultes nostalgiques des années 1960. Les hommages continuent, avec des rétrospectives dans les cinémas, des documentaires, et des rééditions de ses œuvres. Louis de Funès reste une figure intemporelle, un symbole de la joie de vivre, même face à l'adversité. Comme il le disait, le rire, c'est la vie. Son parcours, de la pauvreté à la gloire, est une leçon de résilience, un rappel que l'humour peut transcender les épreuves les plus dures. Et voilà, les amis. Nous venons de plonger dans l'histoire extraordinaire de Louis de Funès, un homme qui a transformé la douleur en rire, la lutte en légende. De son enfance pauvre à Courbevoie, marquée par l'abandon de son père et les combats de sa mère, à sa gloire mondiale dans des chefs-d'œuvre comme La Grande Vadrouille et Les Aventures de Rabbi Jacob, Louis a prouvé que la persévérance et la passion peuvent triompher de tout. Ses grimaces, ses colères, son énergie ont fait rire des millions, mais son histoire personnelle, faite de doutes, de drames et de combats contre la maladie, nous rappelle qu'il était avant tout humain. Derrière le masque du comique se cachait un homme complexe, timide, dévoué à son art, et profondément attaché à sa famille. Louis de Funès, c'est plus qu'un acteur. C'est un symbole de la France, de son humour, de sa capacité à rire même dans les moments sombres. Ses films, toujours rediffusés, continuent de réunir les générations. Qui n'a pas ri aux éclats devant la scène du bain turc dans La Grande Vadrouille ou la danse acidique de Rabbi Jacob? Qui n'a pas imité, ne serait-ce qu'une fois, mais vous êtes pas fou, du gendarme Cruchot? Louis a laissé une empreinte indélébile, non seulement en France, mais dans le monde entier, inspirant des comédiens, des réalisateurs, et des spectateurs de toute culture. Alors, dites-moi, quel est votre film préféré de Louis de Funès? Est-ce La Grande Vadrouille, avec son duo légendaire avec Bourvil? Les aventures de Rabbi Jacob, avec son message universel de tolérance? Ou peut-être Le Cornio, où il forme un tandem hilarant avec Bourvil? Et quelle scène vous fait encore rire aux larmes? Est-ce le moment où Louis hurle « Mon vélo » dans Le Gendarme ou quand il se perd dans ses propres mensonges dans Oscar? Partagez vos pensées dans les commentaires, je lirai tout avec plaisir. Vos réponses pourraient même inspirer notre prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait rire ou ému, mettez un pouce bleu, ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos plongées dans l'univers des légendes du cinéma. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, tous ceux qui aiment rire et découvrir des histoires fascinantes. Et n'oubliez pas de télécharger mon guide gratuit des meilleurs films de Louis de Funès, avec des anecdotes exclusives et des recommandations pour redécouvrir ces classiques. Le lien est dans la description. Avant de vous laisser, une dernière pensée. Louis de Funès nous a appris que l'humour est une arme puissante, capable de surmonter les épreuves, de rapprocher les gens et de laisser une trace éternelle. Comme il le disait si bien, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Alors, continuons à rire, à partager et à célébrer son héritage. Merci d'avoir regardé, les amis, et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'univers du cinéma. Restez joyeux, restez curieux, et comme Louis, n'ayez pas peur de faire des grimaces.